Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question qui, je pense, a traversé l'esprit de beaucoup. Pourquoi certaines personnes semblent-elles exceller, réussir bien mieux que d'autres dans ce qu'elles font? C'est un peu le mystère qu'on va essayer d'explorer en plongeant dans nos sources sur la programmation neurolinguistique, la PNL, comme on dit souvent. Oui, bonjour. C'est une excellente question de départ. Et la PNL tente justement d'apporter des éléments de réponse en observant ceux qui réussissent. Alors, PNL, programmation neurolinguistique. Ça sonne un peu complexe peut-être. Euh, on nous dit que ça a démarré dans les années 70, c'est ça? Avec deux noms, Richard Bandler et John Grinder. C'est tout à fait ça. Bandler, qui était étudiant en psychologie et en informatique, et Grinder, professeur de linguistique. Ils ont eu cette démarche assez originale d'aller observer de très près des thérapeutes considérés comme hors normes, des magiciens de la communication et du changement. Comme qui, par exemple? Les sources mentionnent des noms. Oui, des figures comme Fritz Perls, le fondateur de la Gestalt-thérapie, Virginia Satir, une pionnière de la thérapie familiale, et aussi Milton Erickson, un psychiatre et hypnothérapeute vraiment révolutionnaire. Et l'idée, c'était de décoder leur truc, en quelque sorte, de comprendre ce qui les rendait si efficaces pour pouvoir peut-être le reproduire. Exactement. Ils ne se sont pas focalisés sur les théories sous-jacentes, mais sur le comment. Comment font-ils concrètement? Quelle structure y a-t-il dans leur façon de communiquer, d'interagir, d'induire le changement? C'est ça, la modélisation à l'origine de la PNL. D'accord. Alors notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces concepts clés de la PNL, ce qu'elle propose, ses domaines d'application, tels que présentés dans nos documents, bien sûr. C'est ça. On va essayer de clarifier ce que c'est et ce que ce n'est pas aussi, peut-être. Parfait. Alors, commençons par le commencement. La PNL se présente comme une approche, un modèle, pour comprendre l'excellence humaine. Mais décomposons le terme lui-même. Programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire Euh, concrètement? Oui, alors, chaque mot a son importance. Neuro, ça fait référence à notre système nerveux, à notre cerveau, et surtout à la manière dont on perçoit le monde, à travers nos cinq sens. Comment on filtre, on traite l'information qui nous vient de l'extérieur. Et de l'intérieur aussi. D'accord, donc notre perception, notre neurologie en quelque sorte. Voilà. Ensuite, linguistique. Ça, c'est assez clair, ça renvoie au langage. Mais attention, pas seulement les mots qu'on utilise, le verbal. Ah, il y a autre chose, hein. Oui, c'est aussi tout le non-verbal, notre posture, nos gestes, nos expressions faciales, le ton de notre voix. Tout ça, c'est du langage, ça structure notre pensée et évidemment nos interactions avec les autres. La PNL s'intéresse beaucoup à comment le langage, sous toutes ses formes, reflète et influence notre expérience. Je vois. Neuro-linguistique. Et le dernier, programmation. Ça fait un peu informatique, non? Oui, la métaphore est là. Ça fait référence à nos schémas de pensée, nos habitudes comportementales, nos stratégies internes, un peu comme des programmes qu'on exécute, souvent de manière inconsciente. Ces programmes déterminent comment on réagit aux situations, comment on apprend, comment on prend des décisions. Des programmes qu'on aurait installés nous-mêmes au fil du temps? En quelque sorte, oui. Souvent par apprentissage, par expérience. Et l'idée forte de la PNL, c'est que si ces programmes ne nous conviennent plus, s'ils nous limitent, eh bien, on peut apprendre à les comprendre, à les débugger et même à en créer de nouveaux, plus utiles pour atteindre nos objectifs. Donc, une sorte de boîte à outils pour mieux se connaître et potentiellement changer. C'est une très bonne image, oui. Une boîte à outils pour la communication, l'apprentissage et le changement personnel. Et cette idée de modéliser Erickson, par exemple, est-ce que les sources donnent un exemple concret de ce qu'ils ont pu observer chez lui et transformer en outil PNL? Tout à fait. Un exemple frappant concerne l'utilisation par Erickson de ce que Bandler et Grinder ont appelé le Milton Model. C'est l'art d'utiliser un langage volontairement vague, ambigu. Vague. Mais pourquoi? Ça semble contre-intuitif pour un thérapeute, non? Et bien justement, l'idée c'est que ce langage flou permet à l'interlocuteur, au patient, de remplir les blancs avec sa propre expérience, ses propres significations. Ça contourne en quelque sorte les résistances conscientes et ça parle plus directement à l'inconscient, là où se trouvent souvent les leviers du changement. Ah, d'accord. C'est subtil. Très subtil. Et cette compréhension de l'impact des structures linguistiques, même ambiguës, est devenue une technique PNL pour faciliter la communication et l'accès aux ressources internes de la personne. Fascinant. Et ça nous mène peut-être à un des grands principes de la PNL dont on entend souvent parler, cette histoire de carte et de territoire. Exactement. C'est une des présuppositions fondamentales de la PNL. La carte n'est pas le territoire.
C'est une métaphore, bien sûr. Qui veut dire toi au juste? Elle veut dire que notre perception de la réalité, notre carte mentale, n'est pas la réalité elle-même, le territoire. Notre carte est subjective, elle est filtrée par nos sens, nos expériences passées, nos croyances, nos valeurs, notre culture, notre langue. Donc chacun a sa propre carte. Précisément, il n'y a pas deux cartes identiques. Même face à un même événement, le territoire, deux personnes vont le vivre, l'interpréter et y réagir différemment, parce qu'elles le lisent à travers leur carte unique. Et ça a des implications énormes pour la communication, j'imagine. Immense! Ça signifie qu'on ne réagit pas directement au monde, mais à notre représentation du monde. Donc, pour bien communiquer avec quelqu'un, l'idée n'est pas de lui imposer notre carte, mais d'essayer de comprendre la sienne. Comment voit-il les choses? Quelles sont ses références? Essayer de lire la carte de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Et peut-être que l'excellence des communicateurs modélisés par Bendler et Grinder tenait en partie à ça. Leur capacité intuitive ou apprise à percevoir et à s'ajuster à la carte mentale de leur interlocuteur, à parler son langage. D'accord. C'est un concept puissant. Alors si on comprend mieux comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent, où est-ce que ça peut servir? Les textes mentionnent pas mal d'applications. Oui, le champ est très vaste. On parle de thérapie, bien sûr, pour traiter des phobies, des traumatismes, des addictions, mais aussi de développement personnel pour améliorer sa confiance en soi, gérer son stress, atteindre ses objectifs. Et au-delà du domaine psy, Absolument. En entreprise, par exemple, pour améliorer la communication interne, le management, la négociation, la vente. Dans les relations personnelles aussi, pour mieux comprendre son partenaire, ses enfants. En éducation, pour adapter les méthodes pédagogiques. Même pour la résolution de conflits. c'est vraiment vaste, très large. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques qui sont citées? Ou double dissociation pour les phobies, ou encore des modèles pour bien définir un objectif, comme le modèle SMART qui est souvent repris ailleurs, ou des stratégies de créativité comme celle attribuée à Walt Disney. Il y a aussi des outils pour créer rapidement un bon contact avec quelqu'un, ce qu'on appelle le rapport. Oui, établir une relation de confiance et de compréhension mutuelle rapidement, souvent se synchronisant subtilement sur le langage verbal et non verbal de l'autre. C'est une compétence clé en communication. D'accord, donc beaucoup d'outils, beaucoup d'applications potentielles, mais, et c'est un point que les sources soulignent aussi, il est important de préciser que ce n'est pas de la magie. Ah oui, c'est crucial. La PNL est parfois présentée de manière un peu spectaculaire, voire ésotérique, mais non, ce n'est ni de la magie ni une méthode miracle. Ni un moyen de manipuler les gens. Certainement pas dans l'esprit originel et éthique de la démarche. L'intention affichée est l'autonomisation, le développement du potentiel de la personne pour elle-même. D'ailleurs, une autre présupposition clé de la PNL, c'est que toutes les ressources nécessaires au changement sont déjà présentes chez la personne. Ah, ça c'est intéressant. Donc la PNL ne donne pas les ressources, elle l'aide à les trouver. Exactement. Elle vise à aider l'individu à identifier, accéder et mobiliser ses propres capacités, ses forces internes, souvent inconscientes ou sous-utilisées. Il s'agit d'augmenter sa flexibilité, d'avoir plus de choix dans ses réactions et ses comportements, pas de contrôler autrui. C'est une clarification vraiment essentielle. Très clair. Alors, si on devait faire une petite synthèse de tout ça, la PNL, ça part de l'idée d'étudier, de modéliser des gens qui excellent dans la communication et l'accompagnement au changement. C'est ça, le point de départ. Ensuite, elle propose un modèle pour comprendre comment notre propre système nerveux, notre perception, notre langage verbal et non verbal, linguistique, et nos habitudes de pensée et d'action, programmation, façonnent notre expérience subjective du monde, notre fameuse carte. Tout à fait. Et à partir de cette compréhension, elle offre des outils, des techniques pour améliorer notre communication avec nous-mêmes et avec les autres, pour mieux gérer nos émotions, nos réactions et pour nous aider à atteindre les objectifs qu'on se fixe, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. C'est une bonne synthèse. Oui. Un ensemble de modèles et de techniques orientés vers l'action et le changement positif, basés sur l'observation de l'excellence humaine. Parfait. Et si on repart de cette idée fondamentale que la carte n'est pas le territoire, ça nous laisse peut-être avec une question intéressante pour conclure notre réflexion. Je vous écoute. Eh bien, si nous acceptons vraiment que notre vision du monde est une construction, une carte subjective, dans quelle mesure sommes-nous réellement conscients des limites, des contours, peut-être même des zones d'ombre de notre propre carte mentale? Et surtout, comment le fait de prendre conscience de notre carte, de mieux la comprendre, pourrait nous permettre de
Peut-être l'ajuster, l'enrichir, la nuancer, pour naviguer de façon plus efficace, plus sereine, plus constructive dans le territoire complexe et changeant de notre vie et de nos relations aux autres. Une excellente question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très riche. Merci à vous.